Ouais, bienvenue pour le webinaire consacré à la conformité du site web des praticiens de santé naturelle, les praticiens de médecine non conventionnelle. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, oui, il y aura un replay, tout à fait. On va enregistrer et je vous enverrai le replay pour ceux qui ont un rendez-vous, qui doivent partir. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat quelles activités vous avez? Est-ce que vous êtes des naturopathes, des réflexologues, des kinésios, des énergéticiens? Dites-moi un petit peu ce que vous faites pour que je vois un petit peu voilà, la variété, la richesse de vos métiers. En fait, je m'adresse aujourd'hui à tous les praticiens du bien-être, du mieux-être, de santé naturelle. Donc, si vous êtes un naturopathe, un réflexologue, un praticien de médecine traditionnelle chinoise, bref, si vous travaillez autour du bien-être et du mieux-être, eh bien, ce que je vais vous dire ce matin devrait vous intéresser. Ce matin, on va parler des sites Internet. Donc, on va vraiment se concentrer sur la conformité légale des sites Internet. En principe, tous ceux qui m'écoutent ce matin me connaissent déjà, puisque j'ai envoyé l'information du webinaire à ceux qui étaient inscrits, qui avaient déjà, soit qui étaient inscrits à ma newsletter, soit qui avaient déjà participé à un événement récemment. Mais peut-être que parmi nous, ce matin, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui me découvrent. Alors dites-moi, s'il y a des personnes qui ne m'ont jamais entendu parler de moi directement, eh bien, je prends un temps pour me présenter. Sinon, si tout le monde me connaît, c'est pas la peine que je redise oui, moi, dit Stéphanie, d'accord. Oui, je ne vous connais pas, Claire. Eh bien, écoutez, je prends 5 minutes allez, 2 minutes rapides pour me présenter. Donc, je m'appelle Élise Guillaudis, je suis avocate, je travaille à Grenoble, enfin, du côté de Grenoble. Mon cœur de métier, c'est le droit du numérique, le droit du web, tout ce qui est lié à la protection des données personnelles, au droit des contrats. Donc, la majorité de mes clients sont des entreprises du numérique ou des entreprises qui utilisent le numérique pour développer leurs activités. Et puis, j'ai aussi dans ma clientèle bon nombre de praticiens du bien-être. C'est un peu le hasard de la vie qui m'a fait rencontrer les praticiens du bien-être. C'est aussi peut-être mes choix personnels qui ont fait m'en rencontrer. Et puis, je me suis rendu compte il y a quelques années que ces praticiens du bien-être, eh bien, ils offraient du bien-être et de la sérénité à leurs clients, mais eux-mêmes, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue légal, très souvent, je me rendais compte qu'ils n'étaient pas du tout en sérénité. Ils étaient même plus, j'irais jusqu'à dire, en insécurité juridique, parce que vous le savez très certainement tous maintenant, hein, il y a un contexte réglementaire qui est quand même assez anxiogène, assez pressurisant pour vous, les praticiens, puisque vos activités ne sont pas officiellement reconnues en France. Vous n'êtes pas des médecins, vous n'êtes pas des professionnels de santé. Donc, vous êtes un peu sur une zone grise, pas officiellement interdit, mais pas officiellement autorisé. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est pas simple aujourd'hui de développer des activités de praticiens du bien-être. Et donc, voilà, mon rôle, je passe en tout cas une partie de mon activité à aider les praticiens à mieux sécuriser leurs activités et aussi à les sensibiliser aux lois, aux réglementations qui existent pour leur dire, attention, ça, vous ne pouvez pas le faire, ça, c'est obligatoire, il faut que vous pensiez à faire des conditions générales, etc. Donc, ce matin, ce webinaire fait partie des actions que j'aime bien faire tous les mois, tous les 2 mois en général. Je fais un webinaire sur un sujet, une thématique qui me tient à cœur pour aider les praticiens à y voir un petit peu plus clair sur les lois, sur les réglementations qui s'appliquent à eux. Voilà ce que je peux dire sur moi. Et puis maintenant, je vais commencer. On va attaquer. Si c'est tout clair pour vous, il y aura un PDF. Je vais envoyer le PDF aussi sur la page où il y aura le replay. Donc, vous pourrez récupérer aussi le support écrit. Ne vous inquiétez pas. Le replay du webinaire et le support seront à disposition de toutes les personnes inscrites. Alors, donc on va attaquer. On va attaquer sur les sites Internet. En fait, il y a différents types de sites Internet et ça peut être intéressant que je vois dans l'audience de ce matin si vous avez tous déjà un site ou si certains d'entre vous n'en ont pas encore et ils ont simplement le projet d'avoir un site Internet. Certains ou certaines ont plusieurs sites. Pas encore. Oui, j'ai un site en projet. Bon, voilà. Donc, il y a un peu tous les cas de figure. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que il peut y avoir un site vitrine. Vous pouvez avoir un site vitrine. Donc, un site vitrine, c'est une ou plusieurs pages sur Internet qui vont présenter qui vous êtes, présenter vos activités, ce que vous pouvez proposer. Et puis après, il peut y avoir des sites un petit peu plus évolués en termes de fonctionnalité
pouvez avoir, par exemple, un site e-commerce. Un site e-commerce, c'est un site qui va présenter qui vous êtes et vos activités, mais qui va aller plus loin, qui va permettre à des clients d'aller commander et acheter directement sur votre site vos services ou vos produits. Et donc, quand un client peut aller acheter, peut commander en ligne, eh bien, on va parler de site e-commerce. Et là, vous, du coup, on n'est plus sur une casquette de simple éditeur d'un site. L'éditeur de site devient également un commerçant électronique. Donc ça, c'est important de bien faire la différence entre est-ce que j'ai un site vitrine ou est-ce que je voudrais avoir un site vitrine ou est-ce que finalement, je veux aller plus loin que ça et je veux permettre à mes clients d'aller directement acheter en ligne, réserver en ligne mes services ou mes produits. Et puis après, il y en a un certain nombre d'entre vous qui peuvent, alors je le vois un peu moins ces derniers temps, mais vous êtes un certain nombre à tenir des blogs. Donc un blog, c'est un site sur lequel on va retrouver, ça peut être une rubrique de votre site d'ailleurs. Donc c'est une partie où on va retrouver des articles. Vous allez rédiger des textes pour parler, par exemple, de la phytothérapie, de la naturopathie, de ses bienfaits, de parler d'une problématique bien-être, etc. Donc, sur un blog, on peut aussi retrouver pas mal d'informations sur lesquelles il va falloir faire attention à la réglementation. Donc, voyez, il y a différents types de sites. Aujourd'hui, ce matin, on va aller parler, se concentrer, et ce sera déjà bien. Vous allez voir qu'on va déjà dire beaucoup de choses. On va se concentrer sur les sites vitrines. Parce que, en général, la plupart d'entre vous, vous avez un site vitrine. Vous êtes assez peu nombreux à avoir des sites e-commerce ou des blogs. D'accord? Donc, je dirais que ce que je vais dire ce matin va d'abord avant tout concentrer les sites vitrines. Ça veut dire que ça peut aussi concerner les sites e-commerce ou les blogs. Simplement, pour les sites e-commerce ou les blogs, il faudra garder dans un coin de votre esprit que pour ce type de site un petit peu plus évolué, il y aura d'autres règles qui s'ajouteront à celles que je vais présenter ce matin lors du webinaire. D'accord? Donc, voilà, pensez au fait que le site vitrine, il y a des réflexes minimum. Je vais parler de 4 réflexes indispensables, quatre réflexes indispensables au niveau juridique. Pour un site e-commerce ou un blog, eh bien, il faudra en rajouter encore des réflexes supplémentaires en plus de ces 4. Est-ce que, Christine nous dit, est-ce que pouvoir réserver, mais sans paiement, c'est du e-commerce ou c'est du site vitrine? Ça, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que les textes de loi ne vont pas jusqu'à ce niveau de précision. Le texte parle de contrat conclu à distance. Donc, si le contrat, c'est-à-dire l'engagement de la personne, se fait en ligne, et si peut-être le paiement se ferait ailleurs, eh bien, les règles en tout cas, les règles du Code de la consommation sur les contrats conclus à distance, oui, s'appliqueraient. Donc, on serait un peu entre les deux, je dirais, mais qui peut plus, peut le moins. Je dirais que par défaut, il faudrait appliquer les règles des sites e-commerce lorsque vous permettez sur votre site à vos clients de prendre rendez-vous, donc de réserver leur rendez-vous. Parce que quand ils prennent rendez-vous, pour moi, ça veut dire qu'ils s'engagent à l'honorer et vous, de l'autre côté également, à honorer le rendez-vous. Donc, pour moi, le contrat, en fait, se conclut directement depuis le site. Alors, je garderai un temps pour les questions à la fin. Donc, ce que je vous propose, parce que je n'aurai pas le temps de regarder toutes les questions en même temps que je vais présenter les réflexes juridiques. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on garde un temps à la fin pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à les laisser, à les garder en tout cas pour l'instant, et puis à les publier dans le chat à la fin. Comme ça, je pourrai les voir tout en même temps. Et puis, peut-être qu'il y a des questions auxquelles je vais répondre directement avant l'étape des questions. Alors, zoom sur le site internet du praticien, 4 réflexes juridiques dont je voudrais vous parler ce matin. Premier réflexe, c'est le fait que vous devez avoir sur votre site internet une page de mention légale. Je vais expliquer ce que c'est, je vais expliquer ce qu'on doit prévoir dans cette page mention légale. Je vais en parler parce que souvent elle existe cette page, mais ce que je constate, c'est il y a souvent des choses qui sont incomplètes, il y a des mentions qui sont incomplètes, voire inexactes. Donc, c'est important d'avoir une page mention légale qui soit complète et correcte. Deuxième réflexe dont je vais vous parler ce matin, c'est celui sur les données personnelles. C'est un sujet sur lequel je suis déjà intervenue au cours de l'année. J'ai fait plusieurs webinaires.
c'est une réglementation assez dense, assez lourde. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les règles, enfin en tout cas une des règles à respecter qui est super importante en matière de données personnelles lorsqu'on a un site Internet. Troisième réflexe, je vous parlerai des traceurs comme les cookies que vous pouvez, qu'on retrouve en fait très souvent sur un site Internet. Vous avez certainement, si vous avez un site Internet, des traceurs qui sont utilisés techniquement. Donc, j'expliquerai ce que c'est. Et surtout, et en fait, il faut que vous soyez capable d'identifier si sur votre site, il y a des traceurs pour ensuite mettre en place les actions juridiques, puisque vous verrez, il y a des règles à respecter quand on met des traceurs sur son site Internet. Et puis, quatrième et dernier réflexe, je m'arrêterai un instant parce que c'est un point important sur les termes, le contenu, les termes que vous pouvez utiliser, ceux qu'il vaut mieux éviter, ceux qui sont en lien avec votre activité bien-être, mieux-être. D'accord? Est-ce que je peux parler de cabinet? Est-ce que je peux parler de consultation à distance? Est-ce que voilà, c'est des termes comme ça qui sont pas toujours évidents. Je sais que vous êtes beaucoup souvent à me dire, mais comment je dois parler de mes activités? Qu'est-ce que je peux proposer sans me mettre en danger? Donc, on parlera de la vigilance sur les contenus du site Internet. Premier réflexe dont je vais vous parler ce matin, c'est celui de la page des mentions légales. Alors, qu'est-ce que c'est que la page mention légale du site Internet? C'est un peu comme votre carte d'identité. D'accord? Chacun d'entre vous, vous avez une carte d'identité. Si vous avez une société, vous allez avoir un CABIS. D'accord? Eh bien, la page des mentions légales du site, c'est un peu comme le CABIS de votre société ou votre carte d'identité. C'est une page web qui va donner des informations officielles sur l'éditeur du site et sur le site d'une manière générale. D'accord? Donc, c'est une page importante qui doit, donc en fait, l'objectif de cette page, c'est donner aux internautes, donc ceux qui peuvent arriver sur votre site en naviguant sur Internet, c'est que les internautes puissent avoir finalement les informations légales nécessaires relatives à votre site Internet. Donc ça, c'est important. Cette page mention légale, il faut savoir qu'elle est obligatoire pour tous les sites Internet, que vous ayez un site e-commerce, un site vitrine, un blog, que vous ayez même une page. Même je dirais que si vous êtes référencé sur une plateforme, je ne sais pas moi, comme Mon Produit Bien-être de la boîte Naturo, si vous avez une page de référencement, c'est comme un mini-site. Et donc, il va falloir prévoir d'inscrire vos mentions légales, puisque ça, c'est obligatoire. D'accord? Donc, obligatoire à chaque fois qu'on a une présence, en fait, sur un mini-site ou un gros site sur Internet. Et cette page-là, si elle est sur votre site Internet, elle doit être accessible depuis toutes les pages du site. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est que dans le footer du site, le footer, c'est la partie basse de votre site qui, en fait, va être accessible tout le temps, quelle que soit la page sur laquelle vous êtes sur le site. Ce bandeau du bas va rester, en fait, en dur sur votre site. Et dans ce bandeau du bas, donc le footer, je dois pouvoir cliquer sur cette page mention légale. Elle doit pouvoir être accessible partout, à n'importe quel moment. L'internaute doit pouvoir s'y référer. Alors, qu'est-ce qu'on doit prévoir dans cette page mention légale? Alors, ce seront, donc du coup, comme je vous disais, c'est un peu comme votre carte d'identité, il va falloir penser à mettre les informations officielles par rapport à votre entreprise. D'accord? Donc, en général, vous exercez en entreprise individuelle. Vous êtes quasiment tous en entreprise individuelle. Vous êtes assez rares à avoir constitué une société. Donc, quand vous êtes une entreprise individuelle, ce qu'il va falloir m'indiquer dans votre page de mention légale, c'est déjà votre nom, votre prénom. Et puis, si votre entreprise individuelle, vous l'utilisez avec une enseigne ou une marque, eh bien, il va falloir aussi indiquer l'enseigne ou la marque sur laquelle vous communiquez. Il va falloir indiquer les informations officielles de votre entreprise individuelle. Donc, les informations officielles, c'est par exemple, alors, si c'est une société, ça va être son numéro de RCS, mais même une entreprise individuelle, votre numéro d'immatriculation professionnelle, je dois pouvoir le lire sur votre page de mention légale. Si vous êtes en société, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Il faut que j'aille mettre la forme juridique de ma société, il faut que je mette le montant du capital social. Il va falloir, dans les deux cas, prévoir d'indiquer l'adresse officielle de votre entreprise ou de votre société. Et puis, vos coordonnées, évidemment. Donc, en général, ce qu'on met, c'est à minima une adresse mail de contact pour permettre aux internautes de rentrer en contact avec vous s'ils ont besoin.
Ensuite, sur les sites marchands, il va falloir prévoir des conditions générales de vente. D'accord? Donc, ça, il faut savoir que peu importe que vous ayez un site marchand ou pas, quand on est praticien du bien-être, vous devez avoir des conditions générales. D'accord? Mais si vous avez un site e-commerce, il faut que vos conditions générales, elles soient évidemment disponibles sur votre site Internet. Mais même d'ailleurs, je dirais qu'il y a des praticiens qui n'ont pas de site e-commerce et qui mettent sur leur site vitrine, à côté de la page mention légale, à disposition leurs conditions générales, ce qui est très bien aussi. D'accord? D'ailleurs, la DGCCRF aime bien, dans tous les cas, que vous mettiez à disposition vos conditions générales. Donc voilà, n'hésitez pas à les mettre sur votre site parce que de toute manière, ces conditions générales, elles sont destinées à vos futurs clients. Donc, plus vous les mettez à disposition facilement, mieux c'est. Ensuite, dans cette page mention légale, il va falloir indiquer alors je ne sais plus si, voilà, le nom du directeur de la publication. Alors, le directeur de la publication, c'est vous, en fait. Alors, quand c'est une grande société, ça peut être, par exemple, le directeur marketing de l'entreprise. Mais quand il s'agit d'une petite entreprise, le directeur de la publication, c'est l'entrepreneur individuel. D'accord? Et c'est important de marquer le nom de ce directeur de la publication. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut marquer? Il va falloir aussi indiquer le nom et les coordonnées de l'hébergeur du site. Donc, l'hébergeur du site, ça peut être… Alors, c'est vrai que c'est une information que à laquelle vous n'avez pas toujours accès parce que parfois, votre site, il a été fait par une agence ou un webmaster qui lui-même, en fait, propose à la fois la création, la maintenance du site et puis l'hébergement. Et du coup, vous ne savez pas toujours tous où est hébergé votre site. Et ça, c'est important sur votre page de mention légale de pouvoir voir, enfin en tout cas indiquer, mentionner l'adresse et le nom de l'hébergeur du site. Parce qu'un site, il est forcément hébergé quelque part. D'accord? Et puis, dans votre page mention légale, mais j'en reparlerai à la fin du webinaire, important, marquez les informations relatives à vos activités du bien-être et du mieux-être. N'hésitez pas dans un paragraphe spécifique à indiquer que vous êtes un praticien du bien-être, que vos activités relèvent de la médecine, en tout cas des pratiques de soins non conventionnelles qui ne sont pas reconnues officiellement au plan légal et scientifique, que ce que vous proposez comme service, ça ne remplace pas d'aller voir un médecin. Vous ne proposez pas de traitement ou de diagnostic de maladie humaine. Vous pouvez faire un paragraphe spécifique là-dessus, d'accord? Ça, c'est important. Vous pouvez indiquer aussi dans votre page de mention légale, moi je le conseille systématiquement, d'indiquer vos formations. Et puis, alors en général, les formations ne sont pas reconnues, ce n'est pas des formations officielles qui vous permettent d'avoir une certification professionnelle ou un diplôme d'État, hein. Mais donc voilà, vous pouvez quand même dire que vous avez suivi, je ne sais pas, une formation de 3 ans dans une école de naturopathie. Indiquez-le, mentionnez le nom de l'école de naturopathie. Et si vous voulez indiquer que vous avez reçu un certificat de cette école, précisez bien que ce n'est pas un certificat, ça ne vaut pas une certification professionnelle, que c'est un certificat privé, d'accord, d'une école. Donc ça, c'est bien de pouvoir le mentionner dans la page des mentions légales. Il faut toujours faire preuve de transparence. Et donc, l'idée, c'est d'être le plus honnête, le plus objectif et le plus transparent possible dans cette page de mention légale. Je crois que je m'arrête là sur ce réflexe numéro 1. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que c'est important que vos mentions légales soient rédigées de manière complète. Il ne faut pas oublier des informations. Et surtout, comme je vous le disais, c'est important de faire preuve de transparence. Et donc, faites attention à des mentions qui pourraient être fausses ou trompeuses. Je parlais à l'instant de cette notion de certification. On ne peut pas dire qu'on est naturopathe certifié si on n'a pas reçu de certification professionnelle reconnue et qui est enregistrée au RNCP. D'accord? Ce qui est le cas aujourd'hui en matière de naturopathie, il n'y a pas de certification professionnelle. Donc, il faut faire attention aux termes qu'on utilise et qui pourraient, aux yeux de la loi, être considérés comme faux ou trompeurs vis-à-vis des internautes qui, eux, quand ils arrivent sur votre site, ils savent pas ce que c'est ils savent pas aussi bien que vous ce que c'est que la naturopathie. Ils connaissent pas les cursus de formation en naturopathie. Donc, c'est à vous, en tant que professionnel, de leur donner des informations qui soient les plus justes possibles. J'insiste sur ce premier réflexe parce que c'est quand même dommage de se faire sanctionner
pour une page de mention légale qui serait incomplète, qui serait inexacte. D'accord? Vous voyez les amendes, alors c'est des amendes maximum, mais vous voyez que les montants quand même sont importants pour une simple page de mention légale. Donc c'est quand même dommage de se retrouver avec une sanction. Donc voilà, faites attention à cette page de mention légale. Prenez le temps de bien la rédiger. Alors justement, qui la rédige, cette page de mention légale? Bah, c'est vous. C'est vous qui devez donner les informations. Ou alors c'est peut-être un avocat ou un juriste qui va vous aider à la rédiger. Mais faites attention à ne pas déléguer ça de manière aveugle à votre webmaster, à l'agence qui crée votre site, parce que ce sont des prestataires experts du web, experts de la création de sites, mais absolument pas des experts juridiques qui ont la compétence pour écrire ce qui est vrai ou pas vrai dans votre page de mention légale. D'accord? Donc, en général, ce qui se passe, c'est que les webmasters ou les créateurs de sites, eux, ils utilisent des générateurs de mention légale gratuits, mais qui ne sont pas toujours de très bonne qualité. Et il ne faut pas se compter. Alors, si jamais le webmaster vous propose d'utiliser ce générateur, ça peut être une première base pour vous. Mais attention, ça ne doit surtout pas se limiter à ça. Vous, vous êtes quand même le directeur de la publication, l'éditeur du site, hein, c'est votre site. Et donc, vous en êtes responsable. Donc, ça veut dire que si le webmaster vous fournit un template de mention légale, il va falloir de toute manière, à un moment donné, que vous alliez vérifier que ce qui a marqué dans votre page de mention légale, eh bien, c'est complet, que c'est juste, ça correspond bien à vos activités, à votre identité professionnelle. D'accord? Et si vous avez un doute, eh bien, vous prenez contact avec un avocat, avec un juriste, prenez contact avec moi si vous avez besoin. Mais voilà, le webmaster, gardez en tête que le webmaster ou l'agence web n'est pas un expert des lois. Et donc, ce ne sera pas la bonne personne sur laquelle vous pourrez compter pour être sûr au niveau de la conformité de votre page mention légale. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier réflexe. J'avance parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire ce matin. Deuxième réflexe juridique qu'il va falloir avoir par rapport à la conformité de votre site Internet, c'est le réflexe sur les données personnelles. Alors, évidemment, ce matin, on ne va pas parler de toute la réglementation sur les données personnelles. Vous le savez, il y a une réglementation qui s'appelle le RGPD, qui est une réglementation européenne, qui est rentrée en application maintenant il y a quelques années et qui prévoit une liste d'obligations assez conséquente, j'ai envie de dire. Et vous, en tant que praticien du bien-être, dès lors que vous collectez, vous êtes amené à faire des opérations sur des données personnelles, vous en faites tous, d'accord? Ne serait-ce que pour gérer votre agenda et vos rendez-vous, ok? Vous devez tous respecter cette réglementation, d'accord? Et cette réglementation, elle ne vise pas que les sites Internet. Elle vise vraiment toutes les activités sur des données personnelles que vous allez avoir dans le cadre de vos activités, par rapport aux échanges que vous avez avec vos clients, par rapport, je ne sais pas si vous avez une activité sur les réseaux sociaux et vous interagissez avec les gens, vous avez peut-être des salariés ou des partenaires. Donc, toutes ces personnes-là avec lesquelles vous êtes en interaction professionnelle sont des individus dont vous collectez les données personnelles. Et selon ce que vous faites, et selon ce sur quoi vous interagissez avec ces personnes, eh bien, vous allez traiter des données personnelles de ces personnes plus ou moins variées. D'accord? Donc, c'est à ce titre-là, en fait, que vous avez des obligations au niveau RGPD. J'avais fait un webinaire au mois de juin dernier pour essayer vraiment, j'ai passé d'ailleurs 1 heure et demie pour essayer de justement lister les principales obligations que le praticien du bien-être a au niveau de la protection des données personnelles. Comme je vous le disais juste à l'instant, cette réglementation, elle ne vise pas uniquement les sites Internet. Ça veut dire que même si vous n'avez pas de site Internet, vous devez respecter la réglementation RGPD. Et si vous avez un site Internet, votre site peut être un outil, d'accord, qui va vous permettre de collecter des données personnelles. Et c'est parce que votre site peut être cet outil qui permet de collecter des données personnelles que sur le site, il y aura des actions RGPD spécifiques à prévoir, d'accord? Donc, la démarche RGPD, de conformité RGPD, c'est une démarche globale que vous devez avoir. Et parce que vous, dans votre activité, vous avez ou vous allez avoir un site Internet, vous devrez à un moment donné intégrer des actions spécifiques RGPD au niveau de votre site Internet. Voilà, je fais cette pression parce que
je me rends compte souvent que quand j'échange avec les praticiens, c'est un sujet qui n'est pas toujours très clair. Même chose pour les CGV. On a l'impression que si on n'a pas de site internet, on n'a pas besoin de mettre en place des actions RGPD, on n'a pas besoin de mettre en place des conditions générales de vente. Ben si, c'est indépendant de la question de savoir si vous avez un site web ou pas. D'accord? Vous devez avoir des conditions générales parce que vous êtes un professionnel et vous vous adressez à des consommateurs. D'accord? Et à ce titre-là, vous devez respecter le code de la consommation. Donc, mettre en place des conditions générales de vente, c'est la base. Et puis, comme vous êtes un acteur de traitement de données personnelles, vous devrez, par exemple, tenir un registre de traitement. Et puis, comme vous avez un site Internet, eh ben, vous aurez à mettre à disposition vos conditions générales sur votre site. Et si votre site collecte des données personnelles, eh bien, il y aura des règles spécifiques au niveau de la protection des données personnelles à respecter par rapport à votre site Internet. Mais ce n'est pas parce que vous allez agir, donc là, on va parler des obligations RGPD, enfin, d'une des obligations RGPD par rapport à votre site Internet, que pour autant, il n'y a pas d'autre chose au niveau RGPD à prévoir. D'accord? Comme je vous le disais, vous aurez à tenir un registre de traitement. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un registre de traitement, qui se disent, ouh là là, elle est en train de me noyer dans plein de trucs, je panique. Non, pas de panique. Le registre de traitement, c'est une des obligations RGPD que vous devrez mettre en place. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais faire un webinaire spécifique là-dessus au mois de décembre avec la boîte Naturo, justement. Donc, voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous expliquerai ce que c'est que ce registre, qu'est-ce qu'il faut prévoir dedans. Mais donc, je ferme la parenthèse pour ceux qui se posent des questions sur ce registre-là. J'en parlerai dans un prochain webinaire. Je reviens sur les données personnelles de votre site Internet. Quand votre site Internet collecte des données personnelles, par exemple, vous avez sur votre site une page, un formulaire de contact qui permet aux internautes de vous contacter, d'accord, en laissant leur nom, leur prénom, leur mail et puis un message. Eh bien, là, du coup, votre site, quand la personne va vous contacter depuis votre site Internet, le site va collecter le nom, le prénom, l'adresse mail, la nature du message de la personne, d'accord? Et donc, c'est à ce titre-là, en fait, que votre site collecte des données et que du coup, vous avez des obligations d'information, notamment à l'égard de ces personnes. Donc, cette obligation d'information, c'est quoi? C'est vous devez informer les personnes, les internautes en l'occurrence, quand on parle du site Internet, de ce que vous faites, de leurs données personnelles. D'accord? Ça fait partie des obligations RGPD que vous avez. Alors, je ne sais pas, sur votre site Internet, vous pouvez donc avoir un formulaire de contact. Ça peut être aussi, certains mettre en place des newsletters. Donc, un petit encart sur votre site où vous ouvrez la possibilité à la personne de s'inscrire, de mettre son adresse mail pour recevoir votre newsletter. D'accord? Ça peut être ça. Donc, sur le site, en fait, il peut y avoir différentes fonctionnalités qui vont collecter des données personnelles. Et donc, ce qu'il va falloir, du coup, si votre site est concerné, c'est prévoir d'informer les internautes au moment de cette collecte de données, de ce que vous faites sur leurs données personnelles. Alors, le RGPD prévoit justement une liste d'informations à donner aux personnes concernées, donc aux internautes notamment. Et donc, là, je vous ai mis dans ce petit tableau synthétique la liste des informations qu'il va falloir donner aux internautes lorsque vous collectez des données personnelles depuis votre site Internet. Donc, évidemment, on va devoir, sur cette liste d'informations, redonner votre identité. Alors, au niveau du RGPD, votre identité, donc ce sera évidemment votre nom, votre prénom, le nom de l'entreprise individuelle, mais ça va être, vous serez le responsable de traitement. C'est-à-dire, vous êtes la personne qui, finalement, décidez de collecter des données personnelles depuis votre site Internet pour, par exemple, répondre à la personne qui vous contacte via le formulaire de contact. Et donc, à ce titre-là, c'est vous qui êtes le responsable de traitement. C'est le terme qu'il va falloir indiquer sur votre document d'information sur les données personnelles. Et puis, sur ce document-là, il va falloir aussi indiquer les raisons pour lesquelles vous collectez leurs données personnelles. Il va falloir préciser, par exemple, si les données collectées via le site peuvent être transmises à des tiers, par exemple au webmaster. Si, par exemple, vous payez une agence ou un webmaster qui va s'occuper de la maintenance du site, va s'occuper de l'hébergement du site, eh bien, ces données-là dont on parle, très certainement que ces prestataires tiers pourront potentiellement y avoir accès. D'accord? Et donc, ça, il faut que la personne concernée, l'internaute, soit au courant
des données personnelles qui sont collectées via votre site et finalement qui y a accès. D'accord? Toujours cet effort de transparence qui est inscrit aussi dans le RGPD, qu'on avait déjà vu dans la page des mentions légales. Il va falloir aussi, ça c'est une information obligatoire importante, prévoir une durée maximum de conservation des données. Et puis indiquer à la personne combien de temps vous allez conserver ces données. Par exemple, la personne vous contacte via le formulaire du site, vous lui répondez, et puis ensuite la personne finalement ne prend pas rendez-vous avec vous, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. En fait, les données qui ont été collectées pour répondre à la personne, elles vont être stockées sur le site. Donc, si vous n'en avez plus besoin, eh bien, il va falloir les supprimer du site. Et puis, des différents outils, par exemple, de votre boîte mail. Si, par exemple, votre site est relié à votre boîte mail, il va falloir supprimer les données personnelles de la personne qui vous a contacté, à laquelle vous avez répondu et dont vous n'avez plus de nouvelles depuis, je ne sais pas, au bout de 2 ans, 2-3 ans. C'est quand même bien de supprimer définitivement les données personnelles dont il s'agit. Et donc, dans le document d'information, il va falloir mettre la durée maximum de conservation des données personnelles. Et puis, dans ce document, ça c'est un point aussi important, c'est rappeler aux internautes, aux personnes concernées, qu'elles ont des droits. Elles ont le droit d'accéder, donc de vous demander quelles sont les données personnelles que vous collectez pour leur compte. Elles ont le droit de vous demander de les rectifier si, par exemple, il y a des données que vous avez qui ne sont plus à jour, qui les concernent. Je ne sais pas, la personne a changé de mail, elle a changé d'adresse. Eh bien, elle peut vous demander de les mettre à jour. Et puis, vous, votre obligation, ça va être de mettre à jour cette information. Elle peut, dans certains cas, vous demander d'effacer ces données ou elle peut avoir un droit d'opposition au traitement de données personnelles. Alors, ce ne sont pas des droits absolus. Il faut que la personne ait un motif légitime pour exercer ce droit à l'effacement ou droit à l'opposition. Enfin voilà, si la personne a un motif légitime, vous devrez effacer ou faire droit à cette demande d'opposition. Donc voilà, il va falloir dans ce document d'information rappeler aussi à la personne quels sont ses droits, parce que la personne c'est un particulier, elle n'a pas forcément, elle ne connaît pas forcément, comme vous en tant que professionnel, vous devriez connaître le RGPD, donc elle ne connaît pas vraiment ses droits, et donc c'est à vous de lui rappeler qu'elle a ses droits. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours simple, d'accord, de rédiger ce document. Alors, rédiger, parce que oui, comment on donne ces informations? Vous avez la charge de la preuve quand vous êtes un responsable de traitement. Au niveau RGPD, le RGPD nous vous dit, vous avez la charge de la preuve. C'est à vous de démontrer si vous êtes contrôlé par la CNIL. La CNIL, c'est l'autorité de contrôle en matière de protection des données. C'est vous qui devrez démontrer que vous avez bien informé les personnes concernées. Donc, pas d'autre choix que de prévoir un document écrit pour donner la liste des informations que je viens de présenter à l'instant. Alors, ce document, en général, on l'appelle politique de confidentialité ou politique de protection des données personnelles, peu importe le titre. Ce qu'il va falloir regarder, c'est le contenu de ce document. Dans ce contenu, je dois pouvoir avoir les différentes listes d'informations évoquées juste avant. D'accord ? Même raisonnement que pour la page de mention légale. Qui rédige ce document? C'est vous qui savez quelles données personnelles doivent être collectées via le site, ce que vous allez en faire ensuite, combien de temps vous allez conserver les données. C'est vous qui êtes censé, en tant que responsable de traitement, répondre, donner cette information et être en capacité de donner ces informations. Donc, le webmaster, l'agence digitale avec laquelle vous travaillez par rapport à votre site, pourrait vous donner un template, une trame de politique RGPD. En revanche, ne vous contentez pas du tout de cette trame, de ce template type, parce que d'expérience, je sais que ça n'est jamais bon. Il va falloir ensuite prendre la plume et puis vraiment vérifier que ce qui est dans cette trame correspond bien aux données personnelles en question, ce que vous en faites, etc. Donc, il n'y a que vous, d'accord, voire un avocat ou un juriste ou un expert RGPD qui va pouvoir vraiment piloter ce sujet-là. Ne vous contentez pas du template que pourrait vous fournir le webmaster ou l'agence digitale parce que c'est un piège d'une certaine manière parce qu'on peut se dire, ah bah tiens, ils nous ont fourni un template, c'est bon, ça suffit. Non, non, non. La CNIL est super exigeante sur ça. Elle veut vraiment que vous donniez une information qui soit précise, exacte et accessible aux personnes concernées. Donc, elle veillera vraiment à la qualité de l'information, à l'exactitude
de l'information. Et si elle voit que le document n'est pas adapté, n'est pas intelligible, eh bien, elle considérera que l'information n'est pas valable, n'a pas été donnée de manière valable. Donc ça, c'est important de garder à l'esprit le fait que c'est vous qui devez piloter ce sujet. Je vois des questions dans le chat. Je vous propose du coup, Alexandra, de répondre à la fin. Hein, d'accord? Troisième réflexe, avant de passer au troisième réflexe sur les traceurs, même chose que pour les mentions légales, votre politique de confidentialité, votre politique sur les données personnelles, évidemment, une fois qu'elle est rédigée, vous devez la mettre sur votre site Internet à disposition des internautes et évidemment accessible depuis toutes les pages du site. Et par exemple, si vous avez un formulaire de contact, c'est bien de la mettre au niveau du formulaire, de la mettre à disposition via, par exemple, un lien que la personne peut cliquer pour aller consulter, si elle le souhaite, la politique de confidentialité. D'accord? Donc, une fois que le document est rédigé correctement, eh bien, évidemment, le webmaster ou l'agence ou vous-même, si c'est vous qui rédigez ou qui créez votre site ou maintenez votre site, vous devez l'intégrer sur votre site Internet. Parce qu'en fait, votre obligation, c'est d'informer les personnes concernées. Donc, il faut que le document d'information soit évidemment à disposition de tous les internautes. D'accord? Qu'est-ce qu'on risque si on oublie ou si on fait mal au niveau des obligations RGPD et notamment au niveau de l'information? Alors, je vous ai mis les sanctions maximum obligatoires hein, qui sont prévues par le RGPD. Et c'est vrai que ça ne plaisante plus. Hein. Le RGPD prévoit des sanctions fortes, importantes. Alors, la CNIL, qui est celle qui peut vous donner des sanctions administratives, évidemment, elle a une marge d'appréciation, elle a un pouvoir d'aller apprécier si la violation de la règle est importante ou pas et peut, selon aussi la taille de l'entreprise ou de la société, arbitrer et prononcer une sanction plus ou moins importante. Donc évidemment, vous n'aurez pas des 10 ou 20 millions d'euros d'amende qu'elle a déjà prononcé pour des GAFAM comme Google, Yahoo, qui sont des très très grandes entreprises. Évidemment, on ne parle pas de ces montants-là pour vous. Pour autant, une sanction à hauteur de 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, ah bah ça peut, pour une petite entreprise, constituer une somme déjà très importante et pouvoir et possiblement mettre en difficulté votre entreprise. Donc voilà, c'est quand même un risque important. C'est quand même dommage de se faire, enfin voilà, se faire poursuivre par la CNIL ou par un juge pour non-respect des règles de la réglementation RGPD. D'autant qu'en plus, je trouve que vis-à-vis des personnes, des internautes et de vos clients futurs, c'est quand même bien d'être un professionnel respectueux en matière de données personnelles. Je trouve que c'est un gage de confiance, un gage de professionnalisme. Donc voilà, je pense que c'est important de se mettre dans les clous à ce niveau-là. En plus, une fois qu'on l'a fait, on l'a fait une fois pour tout, d'une certaine manière. Donc c'est un travail qu'on va faire au moment où on va créer son site Internet. Puis, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a fait ce document-là que pour autant, il n'y a plus rien à faire au niveau RGPD, d'accord? Mais je dirais que les actions RGPD, une fois qu'on les a identifiées et qu'on s'est concentré dessus, ben voilà, on ne va pas les refaire tous les 4 matins. Donc voilà, c'est un travail à faire une fois, peut-être à mettre à jour régulièrement, puis après, voilà, vous pouvez vous concentrer sans difficulté sur votre cœur de métier, ce sur quoi vous êtes bon, le bien-être et le mieux-être. Allez, je commence à attaquer le réflexe numéro 3, celui sur les traceurs, les cookies. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un traceur. Alors, on n'est pas en train de parler des gâteaux, hein, des cookies. On est en train de parler de technologies, de petits dispositifs techniques qui vont très souvent se retrouver sur les sites Internet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traceur ou qu'est-ce que c'est qu'un cookie? En fait, c'est une technologie qui permet de collecter ou d'accéder à des informations personnelles et des données personnelles des internautes lorsque ces derniers vont naviguer sur le site Internet. J'ai une image que j'aime bien parce que ça permet à des non-experts du numérique de bien comprendre ce que c'est. Imaginez quelqu'un qui vous suit. En fait, un traceur, c'est comme un suiveur, quelqu'un qui vous suit dans la rue. D'accord? Imaginez que quelqu'un vous suit dans la rue et pour aller voir finalement dans quelle boutique vous allez rentrer. Et puis, dans la boutique, regardez finalement
quel vêtement ou quelle paire de chaussures sur laquelle vous allez vous arrêter, celle que vous allez essayer, celle que vous allez acheter. Donc, le suiveur permet finalement de voir quels sont vos goûts, voir qu'est-ce que vous allez faire dans la boutique, quelle boutique vous allez choisir, etc. D'accord? Donc, le traceur numérique, c'est un peu comme quelqu'un qui vous suivrait dans la rue et puis dans une boutique. La boutique étant finalement peut-être dans le monde numérique transposé comme un site internet. D'accord? Alors, à quoi ça sert les traceurs, les cookies, à quoi ça sert au juste? À plein de choses possibles. Par exemple, alors souvent, il y a des traceurs qui sont utilisés pour permettre le fonctionnement technique du site ou alors pour des raisons de sécurité. On a besoin parfois pour sécuriser correctement certaines parties du site d'utiliser un traceur, donc une technologie, mais je dirais pour des motifs de sécurité ou de fonctionnement du site. Donc, ces traceurs-là, ils posent absolument aucun problème et la réglementation ne vient pas les viser, les embêter. D'accord? C'est les traceurs, les cookies optionnels, d'accord? Ceux qu'on a envie de rajouter sur le site en plus, qui sont concernés par la réglementation et qui peuvent poser un problème en matière de vie privée. Par exemple, ça peut être des traceurs qui vont être installés sur le site pour mesurer l'audience du site. Est-ce que mon site, combien de fois il est visité par jour ou par semaine? Ça peut être intéressant d'avoir un traceur qui permet justement de nous rendre compte si notre site il est bien référencé sur les moteurs de recherche, s'il est correctement, est-ce qu'il intéresse, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y a du trafic en fait, est-ce qu'il y a peu de trafic ou beaucoup de trafic. Donc ça peut être intéressant de voir aussi quelles sont les pages de mon site qui sont les plus lues, qui sont les plus vues, les plus visitées. D'accord? Donc, le traceur ça peut être un outil de statistique, en fait, de monitoring pour voir si mon site, il est correctement et est-ce qu'il a du succès. On peut avoir des traceurs qui vont être utilisés pour lire des vidéos YouTube ou partager je sais pas, un article de blog sur un réseau social. Quand on veut partager un article de blog ou quand on veut lire une vidéo YouTube qui est intégrée sur le site, eh bien, en fait, ça utilise des traceurs du réseau social ou de YouTube si c'est une vidéo YouTube. Donc, en fait, les traceurs sont parfois des traceurs, même souvent des traceurs tiers qui appartiennent à Google, à Facebook, à LinkedIn, etc. Et qui vont donc informer ces grands GAFAM de ce que l'internaute fait sur votre site Internet. Donc, vous voyez, les traceurs peuvent être utilisés à différentes fins, avec différentes finalités. Par rapport à ces finalités, il faut savoir, donc en fait, le traceur va pouvoir accéder ou collecter des informations sur l'internaute. Ça peut être des informations comme, je ne sais pas moi, son adresse IP, donc l'adresse, on va dire, qui permet de relier son terminal, son ordinateur par exemple, ou son téléphone, le téléphone qu'il utilise pour accéder à votre site. Ça peut donner des informations sur sa géolocalisation, sur le navigateur qu'il utilise, etc. Donc en fait, ce sont des données techniques ou de numérique, mais qui peuvent me donner quand même un certain nombre d'informations sur la personne, sur l'internaute qui utilise le site. Et donc à ce titre-là, ça vient quand même impacter possiblement sa vie privée. Et donc c'est la raison pour laquelle la réglementation vient poser des règles très fortes sur l'utilisation des traceurs. Et donc, il y a 3 règles d'or qu'il va falloir respecter quand vous êtes éditeur de votre site Internet. D'accord? Et donc, évidemment, sur cette histoire de traceur, si vous avez un webmaster, si vous avez une agence, un développeur de site, c'est avec cet expert technique qu'il va falloir discuter parce que c'est lui qui saura vous dire si sur votre site, il y a des traceurs, quel type de traceur. Est-ce que, par exemple, j'ai des traceurs de mesure d'audience? C'est vous, finalement, qui êtes le responsable de traitement et qui devez donner vos instructions à ce niveau-là. Est-ce que je veux mettre des traceurs ou pas sur mon site? Et si oui, quel type de traceur? D'accord? Donc, c'est vraiment vous devez être le pilote dans l'avion, si j'ose dire, et avoir un échange avec l'expert technique de votre site pour savoir quel traceur on installe ou pas sur le site. Et s'il y a des traceurs, je mets de côté les traceurs sur la sécurité et qui permettent de faire fonctionner le site. Je parle vraiment des traceurs optionnels. Exemple, Google Analytics, que vous êtes beaucoup à utiliser pour mesurer l'audience du site. Eh bien, ce type de traceur optionnel, vous devrez respecter des règles
3 règles d'or. Donc, c'est celles que j'ai indiquées à l'écran. Donc, en fait, ça veut dire que l'internaute, tant que vous n'avez pas respecté ces règles, eh bien, vous ne serez pas en conformité avec la réglementation. Donc, première règle, je suis un internaute. Avant même que le suiveur me suive, donc avant même que le traceur se déclenche, d'accord, l'internaute arrive sur votre site, première chose, vous devez l'informer que vous utilisez sur votre site des traceurs à différentes fins et que vous souhaiteriez le suivre pour ces fins-là. D'accord? Donc, la personne doit savoir que vous souhaitez la suivre. Ça, c'est la première règle d'or. Ensuite, la deuxième règle d'or, c'est que la personne, tant qu'elle n'a pas donné son accord, son consentement express et préalable, d'accord, vous n'avez pas le droit de la suivre. Donc, tant que la personne n'a pas dit j'accepte, je suis d'accord, eh bien, le traceur ne peut pas se déclencher. D'accord? Donc, il y a un déclenchement donc pour permettre au traceur de suivre l'internaute. Tant que la personne n'a pas donné son accord express et préalable, eh bien, vous n'aurez pas le droit de la suivre. Et puis, quand bien même la personne aurait donné son accord, il faudra lui permettre de changer d'avis et d'exercer son droit d'opposition. Et donc, si elle ne souhaite plus être suivie à un moment donné, il faut que sur la navigation du site, ce soit très facile qu'elle puisse changer d'avis aussi rapidement que, en tout cas, quand elle avait donné son accord. OK? Sur ces 3 règles-là, alors je vous les ai précisées. Sur l'information, on en a parlé. Sur le consentement, ça va être, je disais, j'insiste là-dessus, c'est vraiment un consentement express et préalable. Ça veut dire que si l'internaute ne donne pas son accord, poursuit sa navigation sur le site sans avoir dit d'accord et sans avoir été informé correctement, eh bien, le traceur n'a pas le droit de se déclencher pour suivre la personne. Ça, c'est très important. Et puis, ce consentement doit pouvoir être donné par type de traceur. Donc, si vous voulez utiliser des traceurs Google Analytics pour mesurer l'audience du site, il va falloir obtenir un consentement express de l'internaute sur ce type de traceur. Si vous utilisez des traceurs en plus de partage de contenu sur les réseaux sociaux, eh bien, il faudra aussi avoir un consentement express et préalable sur ce type de traceur. D'accord? Donc, c'est par type de traceur que les consentements doivent être demandés. Alors concrètement, par rapport au site en général, cette information et ce consentement, on va pouvoir l'obtenir grâce au bandeau cookie, à la bannière que vous voyez souvent quand vous arrivez sur les sites internet. Il y a ce fameux bandeau où on vous demande d'accepter, de poursuivre sans accepter, de refuser. Alors parfois, on ne peut même pas refuser, c'est insupportable, mais c'est au niveau du bandeau que, en principe, l'information sur le type de traceur doit être donnée et le consentement doit être collecté. D'accord? Et c'est vrai que souvent, ces bandeaux, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout clairs sur l'information. On ne comprend pas ce qu'on veut nous dire. On ne comprend pas pourquoi on voudrait nous suivre. Et parfois, on ne peut même pas donner son consentement. On est obligé on est forcé, on est obligé de donner un consentement parce qu'on ne peut pas refuser. D'accord? Donc, il faut savoir que ce type de bandeau, alors ça dépend du site, il y a des exceptions évidemment, mais en général, si vous ne pouvez pas refuser, c'est que le bandeau n'est pas conforme à la réglementation. Et en général, ce qu'on fait, alors si vous utilisez par exemple un type de traceur, c'est peut-être pas forcément nécessaire, mais si vous utilisez différents types de traceurs, moi ce que je conseille, puis c'est la CNIL aussi qui le conseille, c'est dans le bandeau de donner cette information synthétique, de permettre le recueil de consentement, et puis de renvoyer à une charte d'information sur l'utilisation des cookies, une charte ou une politique sur les cookies. L'objectif de cette politique, c'est de pouvoir, donc il serait cliquable depuis le bandeau. Et si l'internaute souhaite avoir un peu plus d'informations sur ce que c'est qu'un traceur, quels sont les types de traceurs que vous avez installés sur le site, à qui appartiennent ces traceurs, est-ce que c'est des traceurs de Google, de Facebook, etc. Donc ça permet de donner un peu plus d'informations sur les traceurs que vous utilisez sur votre site internet. Donc parfois, ça peut être important et voire nécessaire de prévoir ce document d'information sur les cookies. Et puis sur les cookies, quand on ne respecte pas la réglementation, alors ça, c'est un des sujets favoris de la CNIL, hein, la non-conformité des sites sur la réglementation en matière de traceurs. Il faut savoir que les règles sont les mêmes que celles que je vous ai exposées sur le non-respect du RGPD, puisqu'en fait,
on est sur la protection des données personnelles. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est vraiment un sujet sur lequel je vous invite à faire le clair avec votre webmaster, votre développeur de site, pour déjà identifier les traceurs qui sont utilisés sur votre site, enlever les traceurs dont vous n'auriez pas besoin. Et puis ensuite, il y a un vrai travail de paramétrage du bandeau cookie qui doit se faire conformément à la réglementation par le webmaster. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, les traceurs ne doivent pas se déclencher tant que la personne n'a pas donné son consentement. Et parfois, le paramétrage va faire que va pas être bon. Et du coup, les traceurs vont se déclencher comme ça automatiquement sans qu'il y ait eu un consentement qui ait pu être donné. Donc, des fois, le paramétrage n'est pas bon. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut quand même veiller quand vous déléguez un certain nombre de tâches techniques à votre webmaster ou au développeur. Quatrième réflexe dont je vais vous parler, puis après, je vais laisser la place aux questions. Quatrième réflexe, et pas des moindres, je voulais vous parler au niveau de la conformité de votre site Internet. Donc, on a vu la page mention légale, on a vu les données personnelles, on a vu les traceurs avec les 3 règles d'or à savoir. Et puis, quatrième réflexe, pour moi indispensable quand on est praticien du bien-être, quand on est praticien du mieux-être, c'est de faire attention au contenu de votre site Internet parce que vous êtes éditeur du site, vous êtes directeur de la publication, vous êtes évidemment responsable des termes de la communication que vous avez en ligne. D'accord? Donc, attention à ce que vous indiquez. Alors, c'est pour ça que c'est important quand on est praticien du bien-être de trouver les bons messages de communication, d'accord, autour du bien-être, du mieux-être, de la prévention, du développement personnel. Pour moi, c'est vraiment vers ces mots-clés-là qu'il faut concentrer votre communication sur le site Internet. Très, très important. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais en début de webinaire, vous n'êtes pas un professionnel du secteur médical. Il y a certaines personnes qui cumulent, qui peuvent être ça m'arrive de rencontrer des médecins qui proposent en complément des activités de soins non conventionnels. Mais je dirais que c'est l'exception. Et même ceux-là, les médecins, sur le site Internet sur lequel ils proposent des accompagnements, par exemple en naturothérapie, ne doivent pas dire qu'ils sont médecins. D'accord? Ils n'ont pas le droit de mélanger leurs 2 casquettes officiellement. Donc, sur ce site Internet, faites attention aux termes qui sont en général associés au monde médical. D'accord? Évitez de parler de remèdes. Je parlais avec une praticienne hier, je ne sais pas si elle est ce matin présente avec nous, qui me parlait de remèdes naturels. C'est vraiment un terme à éviter. D'accord? Parce que moi, quand j'entends remède, j'entends traitement d'une maladie. D'accord? Et le traitement d'une maladie, le diagnostic d'une maladie, ce sont des activités qui sont en France réservées aux médecins. D'accord? Donc, le praticien du bien-être n'a pas le droit de faire des traitements de maladies et de diagnostic de maladies. D'accord? Donc, le praticien du bien-être peut proposer des accompagnements en complément pour soulager, pour améliorer le bien-être, le mieux-être. C'est sur cette activité-là que moi, je vous encourage à concentrer votre communication. Mais évidemment, dans les termes du coup que vous allez utiliser sur votre site, ne promettez pas des remèdes naturels, des traitements de maladies, parce que si vous écrivez ça, vous allez vous mettre en danger et vous pourrez vous exposer à des sanctions pour pratique commerciale trompeuse ou encore pour exercice illégal de la médecine. D'accord? Donc, attention aux termes sur votre site Internet. Donc, je dirais, évitez évidemment les termes de guérisseur. Hein, du coup, dans ce que je viens de dire, on évite ces termes de guérisseur, on évite thérapeute. Moi, c'est un terme que je vous invite à éviter. Je préfère le terme de praticien ou professionnel du bien-être, du mieux-être, conseiller en, mais pour moi, les termes de thérapeute, de guérisseur sont trop confusants par rapport à ce que peut être un professionnel de santé. D'accord? Donc, moi, je vous invite vraiment à voilà, utiliser des termes, en tout cas, à corriger si vous utilisez ces termes-là, à plutôt les éviter. D'accord? Ce ne sont pas officiellement des termes interdits, mais voilà, en cas de contrôle, c'est des termes qui pourraient vous mettre en difficulté. Comme je vous le disais tout à l'heure, attention aux mots certifiés. Je vois trop souvent de praticiens user et abuser de termes de certifiés, de diplômés. Pour moi,
officiellement, il n'y a pas de diplôme d'État, il n'y a pas de certification professionnelle dans vos disciplines. Alors, j'ai vu en réflexologie, il y a une certification professionnelle, je crois, qui est encore active. Donc là, voilà, si certains réflexologues qui nous écoutent ce matin ont cette certification professionnelle qui est référencée au RNCP, ok, ceux-là, ils peuvent en faire référence évidemment sur leur site internet. Mais tous les autres, ceux qui ont suivi un cursus de formation dans une école qui ne permet pas d'obtenir une certification professionnelle ou un diplôme d'État, attention à la manière dont vous présentez vos titres, hein, parce que bah voilà, c'est induire en erreur aussi le futur consommateur sur vos casquettes officielles. D'accord? Vos services, vos prestations, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être bien de rappeler que vos activités sont des pratiques non conventionnelles, non reconnues officiellement au plan légal et scientifique, que vous intervenez en complément d'un traitement ou d'un diagnostic réalisé par un médecin. Voilà, n'hésitez pas sur votre site à le mettre sur votre page de mention légale, voire sur certaines pages un peu importantes de votre site, à faire un petit encart pour l'indiquer clairement. D'accord? Mieux vaut deux fois qu'une. Je trouve que c'est toujours intéressant. Et au contraire, voilà, ça permettra, si demain il y a un contrôle, que l'agent de contrôle se dise, ah bah voilà, il a fait l'effort, le praticien a fait l'effort pour donner les informations en toute transparence, en toute objectivité. Évidemment, vos clients ce ne sont pas des patients. Alors, certains praticiens proposent des accompagnements à des personnes qui sont en situation de maladie. D'accord? Donc, bon, dans certains cas, on peut parler de patients, mais il faut faire super attention à la nature de l'accompagnement que vous allez proposer à ces personnes vulnérables. Et puis, évidemment, être super clair sur le fait que ce n'est pas vous qui les traitez et les soignez. D'accord? Mais je dirais que sinon, hormis cette exception-là, appelez les personnes que vous suivez des clients et non pas des patients. Euh, Vos locaux, utilisez plutôt le terme de votre établissement, vos locaux, plutôt qu'un cabinet, parce que le cabinet, c'est souvent associé au monde médical aussi. D'accord? Quand vous faites des rendez-vous en visio, eh bien, moi, je vous invite à parler de rendez-vous en visio ou de consultation en visio, enfin, séance en visio, plutôt que de téléconsultation, parce que le terme de téléconsultation, c'est un terme qui est encadré par le Code de la santé publique et qui est réservé aux professionnels de santé, aux médecins. D'accord? Donc, voilà, même chose, c'est des termes qui sont associés au monde médical, associés aux professionnels de santé. Donc, nous, comme on n'en est pas un, en tout cas, bah voilà, donc on essaye d'utiliser des termes qui du coup, sont clairs et qui ne sont pas associés à ce monde médical. Voilà ce que je crois. J'ai fait à peu près le tour sur ce que je voulais vous dire au niveau des 4 réflexes juridiques pour obtenir la conformité de votre site Internet. Je termine et puis ensuite, on va prendre les questions. Je termine parce que j'ai une annonce à vous faire par rapport à une promotion que je fais en cette fin d'année sur une solution que certains connaissent. Je ne sais pas si vous la connaissez toute, cette solution du pack juridique du site Internet. C'est une solution qui est vraiment entièrement dédiée aux praticiens du bien-être, que vous pouvez obtenir directement depuis mon site Internet et qui vous permet en fait d'obtenir 3 documents qui sont rédigés par mes soins, hein, des mentions légales pour votre site Internet, une politique de confidentialité sur les données personnelles et une politique sur les cookies si votre site utilise des traceurs. Donc, c'est des documents que vous obtenez sur mon site, que vous pouvez personnaliser en ligne directement. Vous répondez à des questionnaires que j'ai élaborés en ligne. Vous y répondez. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez besoin de reboucler avec moi, vous pouvez activer une petite option qui s'appelle Acte Sécure et qui permet de prendre rendez-vous pendant 1 heure, voire plus, pour qu'on puisse faire vraiment un point sur votre site Internet, vos documents et vous assurer que tout est complètement verrouillé. Donc, c'est une solution qui est quand même assez intéressante parce qu'elle est facile à mettre en place, qu'elle vous permet d'avoir ce niveau de sécurité maximum, parce que du coup, vous aurez vos documents d'avocat. Profitez-en, je fais une promo sur ce pack du site Internet jusqu'à la fin du mois de novembre. Moins 30%, sachant qu'il y a une nouveauté aussi que je viens de mettre en place, c'est le paiement en 4 fois sans frais. Donc, vous pouvez désormais financer de manière un petit peu plus facile l'achat du pack juridique
puisque du coup, si vous activez cette option paiement en 4 fois sans frais, ça vous permet d'avoir des mensualités à hauteur de 90 euros, ce qui est quand même, pour certains, ça leur permet du coup d'avoir le pack de conformité légale, donc ça peut être intéressant. Je vais peut-être vous mettre dans le chat les informations pour la promotion avec le lien, le code promo, etc. Parce qu'il y a un code promo pour avoir les 30% qui est Paxit. Il ne faudra pas oublier à le mettre si vous souhaitez commander. Et puis, bah voilà, il me reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, bah, je vous écoute pour vos questions. Enfin, je vous écoute. Je vais lire plutôt le chat parce que je pense que c'est mieux plus comme ça. Ce sera plus pratique. Alors, parce qu'il y a pas mal de questions hein, dans le chat. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, je vais essayer de répondre à tout le monde. Et puis, bah, après, si je n'arrive pas à répondre à tout le monde, eh bien, vous me passez un petit mail. N'hésitez pas. Je réponds à tout le monde. Je vais d'ailleurs mettre mon mail tout de suite pour ceux qui seraient restés frustrés à la fin du webinaire et auxquels je n'aurais pas répondu à leurs questions. Vous m'envoyez un mail et je réponds. Évidemment, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Et je vous mets tout de suite également les infos sur le pack de conformité du site internet avec le code promo et le lien pour commander jusqu'au 30 novembre si ça vous intéresse. Alors, donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, je vais essayer, alors peut-être de les prendre dans le sens décroissant. Quand on a un site sur Wix, me demande Synergie Bien-être, comment on sait comment on utilise des cookies? Eh bien, alors en principe, alors soit vous avez un webmaster, soit vous n'en avez pas, et dans ce cas-là, c'est dans l'interface de Wix que vous allez pouvoir avoir cette information. Et sachez que Wix également, je sais qu'ils ont une page, alors je ne l'ai pas là tout de suite sous la main, mais ils ont une page d'information qui vous permet de voir la liste des traceurs essentiels ou par défaut et la liste des traceurs optionnels qui sont installés, qui peuvent être installés sur le site Internet. Donc, il faut aller voir cette page officielle de Wix. Et si vous n'arrivez pas à la trouver, il faut leur demander. Vous ouvrez un ticket pour pouvoir demander au support pour avoir le document. Ensuite, profil LinkedIn est-il considéré comme site vitrine? C'est une très bonne question. C'est une bonne question juridique. Merci, Daniel. Oui, c'est une page sur laquelle finalement n'importe qui, je crois, sur LinkedIn, je ne suis pas spécialisée, mais je crois que n'importe qui peut accéder à votre page publique. Donc sur cette page-là, bah, ça peut être bien d'avoir, alors soit vous faites un lien vers votre site Internet, et sur votre site Internet, vous avez la page des mentions légales, soit ça peut être bien d'avoir je sais pas, une partie de votre présentation de profil, des informations prévoir les informations légales associées. Leïla me dit, j'ai 3 sites, est-ce que c'est possible d'utiliser le pack pour tous mes sites? Merci. Tout à fait. En revanche, vos 3 sites, il faudrait regarder si ce sont des 3 sites complètement identiques, auquel cas, vous pouvez acheter un pack qui s'appliquera pour les 3 sites. En revanche, si vos sites sont différents les uns des autres, avec des fonctionnalités différentes, des types de données personnelles collectées différentes selon les sites, eh bien, vous ne pourrez pas personnaliser. En fait, quand vous achetez le pack du site Internet, vous avez accès à... En fait, vous pouvez le personnaliser une fois. D'accord? Donc, bon, alors après, si vous avez 3 sites, le mieux, Leïla, c'est de m'appeler ou de m'envoyer un petit message pour que je vois si je peux faire un petit effort au niveau du tarif. Si vous prenez 3 packs, c'est vrai que ça commence à faire un budget. Donc, à voir aussi en fonction des différents sites que vous avez, pour voir s'il n'y a pas une solution un peu plus intéressante qui pourrait s'appliquer à vous. Justine, soins, consultation, patient, soigner, guérir, cabinet, tous les termes faisant référence à la médecine allopathique. Tout à fait, Justine, vous avez compris. Tous ces termes-là, il vaut mieux les éviter ou ne pas trop en abuser. C'est toujours préférable, que ce soit sur votre site Internet ou que ce soit aussi dans votre communication ailleurs, sur vos cartes de visite, sur votre communication d'une manière générale. À la place de certifié, nous dit Karine, mieux vaut-il mettre reconnu par l'OMNES, par exemple? Bah, pour moi, l'OMNES, il me semble que c'est un syndicat, c'est une organisation privée. Donc, vous pouvez dire que vous êtes membre de l'OMNES, d'accord? Mais le fait que vous indiquiez reconnu
pour moi, c'est pas adapté parce que, en fait, en principe, la reconnaissance, elle doit venir d'une autorité publique, de l'État. Donc, si l'État reconnaît une certification professionnelle ou un diplôme d'État, ok, là, on peut parler de reconnaissance, de reconnu. Mais pour moi, l'OMNES, ça reste, même si si c'est un organisme intéressant, hein, qui fait plein de choses pour la reconnaissance de la naturopathie, de mémoire, mais pour moi, ça n'est pas voilà, une autorité publique, ça reste une organisation privée. Donc voilà, je vous déconseillerais de le marquer de cette manière-là. Le terme de soin aussi est à prescrire. Soin, ouais, je sais pas, alors à proscrire définitivement, pas forcément, mais c'est pas un terme dont il faut abuser. Vous pouvez parler de soins non conventionnels parce que c'est le terme pratique de soins non conventionnels, PSNC, c'est le terme officiel qui est utilisé par les autorités quand ils visent les activités des praticiens du bien-être comme les naturopathes ou les réflexologues. Donc, soins non conventionnels, voilà, ou soins bien-être. Voilà, ça peut être aussi une manière de contourner les choses et de pouvoir finalement indiquer que vous êtes sur le bien-être, le mieux-être, tout en continuant à parler de soins. D'accord? Donc, des fois, ce n'est pas que le terme en lui-même, c'est la manière dont il va être utilisé dans une phrase, dans un paragraphe, qui va faire que finalement, ce que vous dites, ce n'est pas adapté, c'est un peu risqué, ou finalement, c'est très clair. D'accord? De la même façon, le terme consultation est donc à éviter. Alors moi, je trouve quand même consultation, bon, c'est vrai, consultation médicale, vous avez raison, on peut assez facilement l'associer, mais moi, je fais des consultations à distance, hein. Le terme de consultation à distance, c'est quand même un terme aujourd'hui qui est, je crois, utilisé bien au-delà du secteur médical. Donc, pour moi, la consultation, je le mettrai pas je mettrai pas dans la même catégorie que le terme soin. Il est moins, pour moi, il est plus indirectement associé au monde médical. En tout cas, ça se discute. Donc, voilà, si pour vous c'est un terme important et que vous souhaitez parfois l'utiliser, je ne vois pas qu'est-ce qui viendrait l'interdire ou vous mettre en risque particulièrement. D'accord? Justine, dans ma formation, ils m'ont indiqué certifié, veut pas dire diplômé. Donc, normalement, certifié est OK, même si pas RNCP. Voilà. Ça, c'est le problème de certaines écoles qui, parfois, vous font croire, alors, de manière volontaire ou pas, hein, par erreur, que vous, en fait, vous achetez une formation certifiante. Alors, à la fin du cursus, bon nombre d'écoles de formation vous remettent un document qui souvent s'appelle certificat, d'accord? Mais encore une fois, ce certificat n'est pas une certification professionnelle. C'est un papier qui a la valeur que veut lui donner l'école, d'accord? Donc, ce que vous dites, en fait, met le doigt sur une problématique qui est aussi liée aux écoles, parce que les écoles devraient être exemplaires sur ce sujet-là et prendre le temps d'expliquer la valeur du titre qu'elles remettent à leurs apprenants, à leurs étudiants, hein. Donc voilà, parler de certificat école, mais pas de certification professionnelle ou pas certifié comme ça tout court, ça me semble risqué d'utiliser ce terme de certifié. Leïla, ils sont patients de leur médecine et clients de notre accompagnement. C'est tout à fait ça. Vous avez complètement compris ce vers quoi je voulais vous emmener dans ma vigilance sur les termes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Oui, pour la réflexologie, il y a une certification RNCP, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Quelle différence entre les CGU et les CGV? Alors, conditions générales de vente, d'accord? Donc, c'est le document qui va fixer les règles relatives à la vente de vos services ou de vos produits, CGV. CGU, c'est un document qui n'est pas obligatoire, qu'on peut parfois, moi ça m'arrive d'en rédiger pour des plateformes numériques ou pour des logiciels en ligne où je vais rédiger des conditions générales d'utilisation de la plateforme ou du logiciel, mais ça concerne vraiment des métiers très particuliers. Vous, les praticiens, vous n'avez pas besoin, sauf exception rarissime, de CGU, d'accord? En revanche, comme vous l'avez compris, il vous faut des CGV. Est-ce que j'ai fait le tour des questions? Est-ce qu'il y avait des questions un peu importantes auxquelles je n'aurais pas répondu? Pour certains, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me les remettre dans le chat.
Euh, j'ai créé mon site moi-même et je n'ai pas mis en place de traceur. D'accord, mais peut-être que le système avec lequel vous avez créé votre site en a mis par défaut. Donc ça, il faut toujours le vérifier, hein. Je n'ai pas de page de contact. Bah alors, si votre site n'a pas de page de contact et à aucun endroit des données personnelles peuvent être collectées, dans ce cas-là, le réflexe numéro 2 sur les données personnelles en rapport avec le site, vous n'aurez pas besoin de prévoir d'informations RGPD. D'accord? Mais ça, voilà, il faut vraiment être sûr, est-ce que votre site collecte ou pas des données personnelles? Quel prix pour RGPD et CGV, Christelle me demande. Alors, c'est quoi? C'est le prix du pack que je propose qui comprend les conditions générales et la politique sur les données personnelles. Est-ce que c'est ça, de mémoire, votre question, Christelle? Quel prix pour RGPD et CGV? Du coup, j'avais un peu du mal à comprendre vers quelle était précisément votre question. Je vous laisse peut-être me la reformuler. Euh, ensuite, Stéphanie, proposez-vous prochainement, avez-vous déjà fait un webinaire sur les RGPD? J'en ai proposé un au mois de juin, qui était très complet. Enfin, vraiment, on a passé 1 heure et demie à bosser sur le RGPD et j'en fais un en décembre sur le registre de traitement et sur la collecte de données de santé, parce que vous êtes un certain nombre, praticiens, à collecter des données de santé des personnes que vous suivez en consultation. Et donc, à ce titre-là, vous avez des obligations RGPD spécifiques. Donc, je vais en parler dans un webinaire que je ferai début décembre, dans pas longtemps, hein. Donc voilà, en principe, si vous êtes dans ma liste des inscrits, vous recevrez l'info. Peut-on faire des tirages au sort en fin d'année pour les cadeaux? Oui, vous pouvez, mais alors après, si c'est des choses un petit peu, ça on va dire, de l'infomercial ou des activités de commerciales. Donc, je dirais que Daniel, ça, c'est une activité particulière sur laquelle il faudrait peut-être qu'on échange, vous et moi, pour que j'en sache un petit peu plus et vous dire s'il y a des actions d'information et de consentement spécifiques au niveau du RGPD. Le terme consultant est-il autorisé? Je ne vois pas de difficulté à ce terme-là, Florence. Mon école est reconnue RNCP et nous certifiée, c'est OK. Ben, c'est parfait. Si votre école, si votre titre est reconnu au RNCP, mais demandez-nous confirmation. Céline, vous faites quoi comme activité? Céline, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup d'activités qui sont reconnues au RNCP, hein, donc de formation. Donc, c'est pour ça que c'est quand même bien de le vérifier. Faites-vous des vérifications de sites? Oui, je fais des audits flash de 30 minutes pour les sites existants sur lesquels il y a déjà des mentions juridiques. Vous souhaitez que je regarde un petit peu où vous en êtes. Je fais des audits flash de sites au prix de 90 euros. Donc, ça dure 30 minutes et on se parle en visio. Donc, si ça vous intéresse aussi, contactez-moi puis je vous donnerai les infos là-dessus. On peut parler de thérapie brève. Ben, moi, le terme de thérapie, ça ne m'emballe pas beaucoup, Anne-Françoise. Hein, je vous dis thérapeute, thérapie, c'est pas génial. Bon, voilà, après, on peut, quand on n'a pas d'autre choix, il faut qu'on dise les choses, mais on écrive des fois certains termes. Mais voilà, comme ça, de premier abord, Anne-Françoise, ça ne dit pas, ça m'emballe pas. Comment mettre ces mentions légales sur les sites tiers, type prise de rendez-vous comme Médoucine, etc. Eh ben, vous devez, par exemple, sur mon produit bien-être, vous avez une partie quand vous créez votre compte, il y a des parties mentions légales que la boîte Naturo a prévues pour que vous puissiez les renseigner. Avez-vous un pack pour le RGPD? Oui, j'ai le pack client, j'ai le pack pro aussi. Alors, pour ceux qui veulent retrouver toutes mes solutions avec tous les prix des différents packs et solutions, je vous mets le lien. C'est sur cette page-là dédiée. Il y a principalement 5 solutions que je propose, dont le pack sur le site internet, mais il y a aussi un pack pro qui comprend le registre, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder si vous voulez aller un petit peu plus loin sur votre conformité et voir finalement les différentes solutions que je peux proposer. Phytothérapie, phytothérapie. Alors oui, vous allez me dire, c'est un terme tellement connu que ça peut avoir du sens d'en parler, mais moi, je ne veux pas encore une fois, on n'utilise pas les plantes pour soigner, d'accord? Donc c'est peut-être une manière différente qu'il faudrait
à laquelle il faudrait réfléchir pour parler du fait que vous proposez vous utilisez les plantes à des fins de bien-être et mieux-être. D'accord? C'est pour ça que j'utilise les termes aromatologie. Ouais, c'est peut-être. Alors, comme ça, c'est pas des termes sur lesquels moi je suis spécialisée, mais si c'est des points importants pour vous, on peut prendre un temps d'échange un petit peu plus qu'une demi-seconde pour vraiment regarder par rapport à ce que vous proposez comme accompagnement et voir finalement les termes qui seraient les plus adaptés à vos activités. Dans les 5 solutions que je propose là sur la page que je vous ai indiqué. Je propose des rendez-vous conseils de 30 minutes aussi pour faire un point sur vos activités et puis bah, voir par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à vos activités, aux termes que vous utilisez, s'il y a des choses, des actions juridiques que j'identifie de mon côté. Donc voilà, des fois, ça peut être ce rendez-vous conseil qui permet d'y voir un petit peu plus clair sur où est-ce qu'on en est dans sa conformité juridique. Il y a beaucoup de questions, hein. C'est 11h15, 11h16 et vous êtes encore en train de me poser des questions. C'est bien, ça veut dire que ceux qui sont là sont motivés à avancer sur le chemin de leur conformité juridique, donc c'est plutôt super bien. Mais voilà, à un moment donné, il va falloir qu'on s'arrête, hein. Je vais prendre encore une ou deux questions, puis après, je vais devoir mettre fin au webinaire. Et puis, comme je vous le disais, n'hésitez pas, je vous remets mon mail dans le chat pour que vous puissiez, si vous avez besoin voilà, d'un échange avec moi, on peut continuer à échanger par mail. J'espère surtout que ce matin, vous avez appris des choses utiles, que c'était clair, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup, je vous ai donné beaucoup d'informations juridiques. Donc, webinaire très complet. Merci. N'hésitez pas si voilà, s'il y a des choses au niveau qui n'étaient pas très claires, qui vous ont paru un petit peu confuses, un petit peu. Voilà, c'est important que moi je puisse identifier pour pouvoir après m'améliorer, hein. On est toujours perfectible. Je prends encore une dernière question et puis après je vous laisse. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle je n'aurais pas répondu? Je remonte un petit peu dans le chat. Peut-on avoir une liste de quelques sites exemples bien faits sur ces aspects tout en ayant conscience qu'il y a une copyright et qu'on ne va pas copier-coller? Ah, ça, c'est compliqué à vous dire comme ça. Vous parlez d'exemples de praticiens ou praticiennes. Alors, ceux dans le chat avec qui je travaille déjà, parce que j'ai fait un audit flash ou parce qu'ils ont déjà eu le pack du site Internet, n'hésitez pas, si vous avez des exemples de sites que vous pourriez donner à Synergie Bien-être, à les mettre hein, dans le chat pour que vous puissiez vous y référer. Avec évidemment, en effet, vous avez raison de le dire, une réserve parce que chaque site est différent et qui du coup, il faut adapter ses documents en fonction de son site, notamment sur les données personnelles. Voilà, écoutez, je m'arrête là pour ce matin. Merci à tous de votre attention, de votre participation active. J'enverrai le replay et puis le PDF à tout le monde. Et puis, bah, pour ceux qui sont intéressés, bah, je vous retrouverai très bientôt pour le prochain webinaire sur le registre du traitement et la collecte de données de santé. À très bientôt à tous. Bonne journée. Allez, au revoir. Merci à vous. À bientôt.